Messieurs les rapporteurs, avec cette proposition de loi, vous prétendez sortir la France du piège du narcotrafic. Vous utilisez finalement un titre trompeur qui ne permettra pas finalement de sortir la France du piège du narcotrafic. Parce que l'objectif affiché par le titre, nous le partageons et d'une certaine manière, je pense qu'il peut rassembler l'ensemble de notre Assemblée nationale. Vous n'y parviendrez pas, et je dois vous le dire, après 1 an et demi de travail sur le sujet avec mon collègue Ludovic Mendes, dans la mission d'information que nous avons faite sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, je dois dire qu'il y a un mot qui est absent de votre proposition de loi, c'est la question de la consommation. Or, toutes les personnes que nous avons auditionnées avec M. Mendes nous ont dit une chose, tant que vous ne parlerez pas de la question de la consommation, vous continuerez à vider la mer avec la petite cuillère. Il n'y en a pas un mot dans cette loi parce que votre objectif, c'est une forme de continuité et d'aggravation d'une politique qui est en échec. Cette politique, c'est le pays, la France, qui est le plus répressif en Europe et qui pourtant a le taux de consommation le plus élevé. 50% de la population française a déjà consommé du cannabis. 10% de la population française a déjà consommé de la cocaïne. 10% de la population française a déjà consommé de l'ecstasy. De tout cela, vous n'avez pas parlé, et d'ailleurs, quand on vous en parle, vous n'écoutez pas. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Ça ne vous intéresse pas? Ça vous intéresse pas? Non? Donc, sur ce sujet... Monsieur Léaumont, n'interpellez pas les membres de l'Assemblée. Je vous prie de continuer. Merci. Je me permets de dire que si on veut sortir la France du piège du narcotrafic, il serait utile de parler, par exemple, de la réponse pénale que vous apportez. 83% de la réponse pénale apportée par notre pays, elle est concentrée sur les consommateurs. Vous avez l'impression de lutter contre le haut du spectre et contre les trafiquants, ce n'est pas ce que vous faites. Monsieur Marlex, vous nous avez dit... Il est parti, monsieur Marlex. Ah, merci, monsieur Marlex, de revenir. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous ne parlez pas des victimes. Précisément, nous en parlons. 110 morts l'année dernière, 139 l'année précédente, mais ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Et monsieur Marlex, il y avait 97 pages à cette proposition de loi lorsqu'elle est arrivée en commission. Il y en a environ 80. Savez-vous le mot qui est absent de cette proposition de loi? C'est le mot victime. Voyez-vous, monsieur Marlex, nous en parlons à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous n'en parlez même pas dans votre proposition de loi qui prétend normalement sortir la France du piège du narcotrafic. Voilà le bilan qui est le vôtre et il est catastrophique. Vous faites des opérations place nette et je dois dire qu'elles portent mal leur nom, puisque s'il s'agissait d'opérations place nette, il ne devrait plus rien y avoir aujourd'hui. Compte tenu du fait que, par exemple, pour l'année 2023, vous en avez fait 20 000 pour 3 000 points de deal. Comment se fait-il qu'il y ait plus d'opérations place nette que de points de deal? Serait-ce parce que les points de deal reviennent? Je n'ose le croire, monsieur Darmanin. Peut-être est-ce parce que, en réalité, vous ne luttez pas contre le haut du spectre et que vous vous contentez, depuis des années, de faire des mesures qui sont inefficaces comme ces opérations place nette. Finalement, vous vous contentez d'arrêter les vendeurs des supermarchés de la drogue et vous ne fermez jamais les grossistes. Vous ne fermez jamais les capitalistes de la drogue. Vous ne fermez jamais les multinationales de la drogue parce que sur ce point-là, vous êtes inefficace et croyez bien que je le regrette parce que précisément, les victimes, nous en avons par-dessus la tête de voir nos jeunes se faire tuer par les trafiquants. Et nous aimerions, monsieur Darmanin, monsieur Retailleau, nous aimerions beaucoup que la politique menée soit efficace pour arrêter ces morts. Personne ne peut se satisfaire de voir des gamins torturés ou tués ou entraînés dans le piège du narcotrafic. Mais de cela, vous ne parlez pas. De cela, vous ne faites finalement que des effets de manche en nous accusant, nous, d'être laxistes, monsieur Retailleau. C'est cela que vous avez dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas laxistes. Nous proposons des solutions qui fonctionnent. Tout à l'heure, vous avez dit, et croyez bien, vous l'avez dit dans un endroit très particulier, vous avez dit qu'il faut faire un équilibre entre la question de la sécurité et de la liberté. Il y a devant vous, chers collègues,
deux immenses statues. Regardez-les. À votre gauche, l'ordre public. À votre droite, la liberté. Enfin, à la mienne, pardon. À votre gauche, la liberté. À votre droite, l'ordre public. C'est de mon côté, j'ai l'habitude d'être dans l'autre sens. Eh bien, si ces statues ont été placées ici, c'est pour vous inviter, chers législateurs, à toujours concevoir l'équilibre entre les deux. Entre d'un côté, la liberté, et de l'autre, l'ordre public. Mais que faites-vous, vous, législateurs? Que faites-vous lorsque vous croyez à un ministre qui ment? Puisque, monsieur Retailleau, vous avez commencé par faire une blague que vous m'avez piquée sur les choses qui sont stupéfiantes. Mais vous avez également commencé par mentir. Parce que vous avez dit, nous allons faire des interdictions administratives. Et ces interdictions administratives, elles vont frapper les caïds. Voilà, vous faites les gros bras. Elles vont frapper les caïds et nous allons empêcher les caïds de la drogue de paraître sur les points de deal. Et nous allons empêcher les caïds de la drogue de semer le trouble dans les appartements. Eh bien, je vais vous expliquer, chers collègues législateurs, pourquoi M. Retailleau est plus du côté de l'ordre public que du côté de la liberté. Mais je ne vous ai pas dit une chose, c'est que... Ah non, la première des libertés, c'est pas la sécurité, c'est l'inverse. La première des sécurités, c'est la liberté. Mais j'entends que du côté du Rassemblement national, on ait quelques difficultés avec cela, puisque en commission, vous nous avez dit que nous parlions trop des libertés. Eh bien, voyez-vous, nous parlerons des libertés jusqu'à notre mort, s'il le faut, et même si elles devaient venir de votre côté. Oui, la liberté ou la mort, c'était un slogan de la Révolution, et encore aujourd'hui, nous ne disons pas autre chose. Monsieur Retailleau, vous avez parlé de ces interdictions administratives. Je vais vous en dire quelques mots, collègues. Non, ces interdictions administratives ne viseront pas les caïds condamnés. Non, ces interdictions administratives sont basées sur le soupçon. Le soupçon, ouais, les deux, mais le soupçon aussi, donc. Vous le reconnaissez, monsieur le ministre, vous dites les deux. Vous reconnaissez donc que sur la base du soupçon, il y aura des interdictions administratives? Si, vous avez dit les deux, monsieur le ministre. J'espère que c'est noté au compte-rendu. Monsieur le ministre vient donc de vous dire qu'au nom du soupçon, vous pourrez interdire de paraître dans l'espace public des gens en les nommant, en disant « Monsieur Machin, Madame Truc, vous n'avez pas le droit de paraître ici pendant un mois ». Vous pourrez dire également que sur la base du soupçon d'une personne qui aurait participé au trafic de stupéfiants, alors le préfet pourra demander au bailleur social de rompre un contrat de location. Entendez bien, en dehors de cette Assemblée nationale, ce que dit M. Retailleau, il veut faire fermer des contrats de location sur la seule base du soupçon et viser les personnes dans les quartiers populaires, puisqu'il parle des bailleurs sociaux. Et puis enfin, il va me falloir défendre à votre place le droit de propriété, M. Retailleau et M. Darmanin, au risque de me faire lever par mes collègues de la France Insoumise. Mais l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que la propriété est un droit inviolable et que nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sur la base d'une juste et préalable indemnité. Or, Monsieur Retailleau et Monsieur Darmanin, vous avez prévu dans cette proposition de loi de fermer administrativement des commerces qui seraient suspectés de participer au trafic de stupéfiants. Suspectés de participer au trafic de stupéfiants. Et quand on vous a demandé « Ah bon, sur la base de quoi vous soupçonnez ?» on nous a répondu « Non, mais ça se sait. » Vraiment, littéralement, ce qui nous a été dit en commission. Vous allez voir, ça va être sympa, les débats. Donc ça se sait. Alors, qu'allez-vous faire? Vous allez fermer pendant 6 mois des commerces sur la base du seul soupçon. C'est-à-dire, pour vous dire à quel point c'est improductif, c'est-à-dire qu'une personne qui participerait effectivement au trafic de stupéfiants pourrait être indemnisée par les trafiquants, tandis qu'une personne qui ne participerait pas au trafic de stupéfiants verrait son commerce fermé et se retrouverait donc en situation difficile. Vraiment, c'est absolument brillant. Mais surtout, vous faites la démonstration que vous ne voulez lutter que contre le bas du spectre en faisant cela. Parce que où sont les grands trafiquants, les caïds contre lesquels vous voulez lutter? Ils ne sont pas là. Enfin, sur votre système de backdoors, il faut, je crois, aussi expliquer de quoi il s'agit, parce que alors là, on nage en plein délire. Vous voulez donc permettre de surveiller une partie des conversations, ce qui, d'une part,
est un risque pour les libertés, ce qui d'autre part est un risque particulier quand il est question d'ingérence étrangère, puisque nous ajoutons des fragilités, et ce qui enfin est inefficace pour lutter contre les trafiquants, puisque ce que les dossiers Sky ECC, EncroChat, Matrix et compagnie ont montré, et je dis merci à la gendarmerie française, merci à la police judiciaire française d'avoir réussi à les décrypter, mais ce qu'ont montré ces affaires, c'est que précisément les trafiquants essayent d'utiliser des moyens qu'ils considèrent comme sûrs. Donc si vous leur dites que vous avez installé des dispositifs qui ne rendent pas des communications sûres, alors vous n'aurez aucun moyen de lutter contre les trafiquants. Enfin, je vais vous dire ce qu'à mon avis il faudrait faire pour sortir la France du piège du narcotrafic. Il faudrait considérer enfin la question du trafic de stupéfiants comme un marché ultra-capitaliste. Vous avez parlé de déni de réalité, Madame Firmin-Lebaudot, tout à l'heure. Eh bien, je vous le dis, c'est vous qui êtes dans un déni de réalité si vous ne traitez pas la question des trafics, c'est-à-dire la question de l'offre et la question de la demande. Pour lutter contre l'offre, il faut installer des scanners dans les ports, mon collègue Bernalicis vous l'a dit. Il faut des moyens dans la lutte contre le blanchiment. Il faut des moyens dans la lutte contre la corruption et cela implique des formations obligatoires que nous avons fait rajouter par amendement dans la commission des lois. Il faut enfin des moyens logiciels pour la police et pour la justice, parce que je commence à en avoir un peu assez, pour tout vous dire, d'entendre vos leçons sur la police. Quand vous êtes incapable, depuis 8 ans, de donner à la police nationale un logiciel efficace de rédaction des procédures pénales, 8 ans de travail, 20 millions d'euros envoyés à Capgemini, toujours pas de logiciel pour la police nationale. Alors commencez par donner des logiciels qui fonctionnent à la police et à la justice, parce que dans la justice aussi, il y en a besoin. Enfin, il faut remettre en place la police de proximité que M. Narkozy a supprimée. Et puis, il faut surtout lutter contre la demande. Et sur cela, vous n'avez rien dit. Lutter contre la demande, cela veut dire faire de la prévention pour éviter l'entrée dans la consommation. Cela veut dire, y compris lorsque les gens sont entrés dans la consommation, faire de la prévention pour faire réduire la consommation et enfin, permettre aux personnes qui sont dépendantes de sortir de la dépendance. Vous êtes 3 ministres ce soir devant nous. Il manque la ministre de la Santé. Sur ce sujet, cela dit, il faudrait être capable de sortir de l'hypocrisie, puisque si nous faisons à peine 30 ou 40 mètres, il y a juste ici à côté, à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, un lieu légal de vente de drogue, puisqu'il y a une buvette qui vend de l'alcool. Ah oui, l'alcool. L'alcool, le grand problème aussi qui est posé pour la sécurité des Françaises et des Français, puisque quand je vais voir les gendarmes, que me disent-ils? Que leur pic d'activité, c'est le vendredi et le samedi soir, en raison précisément de l'augmentation de la consommation d'alcool. Que les violences intrafamiliales, par exemple, sont aussi extrêmement liées à cette consommation d'alcool. Et quel est notre réflexe? Quel est notre réflexe vis-à-vis de cette consommation? Faire de la prévention. La prévention fonctionne pour la lutte contre l'alcoolisme. La prévention fonctionne pour la lutte contre le tabagisme. La prévention fonctionne aussi pour la baisse de la consommation de stupéfiants. Enfin, il faut une politique globale. Je sais qu'on ne pourra pas débattre de la légalisation du cannabis puisque vous avez jugé nos amendements irrecevables. Néanmoins, voilà une méthode de sortir la France du piège du narcotrafic. C'est-à-dire, petit 1, de sortir une immense manne financière des mains des narcotrafiquants. Petit 2, de faire rentrer l'argent nécessaire dans les caisses de l'État pour faire des politiques de prévention. Petit 3, de concentrer les moyens de police et de justice pour lutter précisément contre les trafics de cocaïne qui sont l'un des fléaux que nous avons à affronter. Petit 4, d'éviter le passage à d'autres consommations parce que contrairement à ce que vous dites, on ne peut pas compter sur les dealers pour faire de la prévention, enfin à moins que vous ayez des idées assez étranges. Mais on ne pourra pas compter sur les dealers pour faire de la prévention, précisément parce que les dealers essayent de faire passer les consommateurs à d'autres consommations, et notamment à celle de cocaïne qui est plus rémunératrice pour eux, parce qu'elle est plus cher vendue et qu'elle crée plus de dépendance. Voyez-vous, nous avons, nous, des mesures pour sortir la France du piège du narcotrafic. Vous riez beaucoup, commencez à écouter.